constitutionnelle et donc il demande au nouveau gouvernement qui devrait se mettre en place d'adopter les mesures nécessaires pour rendre effective cette déclaration. Et j'ai pour moi, donc je suis un petit peu dans l'obligation de revenir tout le temps au texte parce que pour l'instant le droit, on va dire, et le droit constitutionnel, mais le droit en règle générale reste le lieu de la rivalité principale. C'est-à-dire qu'on n'est pas sorti du droit, alors que c'est là où on passerait dans un conflit de type un conflit géopolitique qui sortirait du droit, c'est le moment où on sort dans la rue, on se bagarre, on fait un conflit qu'on va appeler un conflit de type ouvert. Pour l'instant, en Espagne, en fait, le ring reste les textes de loi. Et c'est la raison pour laquelle, si je fais une analyse géopolitique, je suis un petit peu tout le temps obligée d'y revenir. Et donc en Espagne, alors le deuxième point qui m'était demandé, c'est société multiculturelle et conception et constitution pluraliste, regard croisé sur le peuple et la citoyenneté. Et c'est vrai que pour ce qui est de l'Espagne, donc la question qui se pose, c'est que j'ai plusieurs revendications de souveraineté sur un même territoire. Et la question qui peut se poser, c'est l'Espagne est-elle une société multiculturelle ou est-ce que j'ai tout un tas de territoires avec des sociétés plus ou moins monolithiques qui renforcent leurs frontières entre elles ou dont une partie de la population souhaiterait renforcer les frontières entre elles. Donc la question, si vous voulez, en fait, la société multiculturelle, c'est un peu une forme de représentation géopolitique. Ce qu'on appelle représentation géopolitique, c'est aussi des façons de parler qui fait qu'on a l'impression qu'on dit le réel en disant ce mot, et en fait on dit rien du tout, parce que selon l'endroit où on est, on ne parle pas du tout de la même chose. Et donc avoir une sorte de distance vis-à-vis de son propre vocabulaire, je pense que c'est ça qui est intéressant aussi, avec d'ailleurs le pluridisciplinaire, c'est que ça permet à un moment donné justement de reprendre cette distance qui fait que ça nous permet d'échapper à nos propres représentations. Nous ne pouvons pas ne pas fonctionner sans représentation, notamment des représentations géopolitiques au sujet des territoires, des peuples et qui les composent et de leurs évolutions possibles. Mais donc on a besoin, si on essaye de parler d'un point de vue un tout petit peu distancié, d'être à deux ou trois pour voir ce qu'on ne voit plus. C'est un petit peu ça, je pense, l'intérêt du pluridisciplinaire. Donc dans ce cas-là, hein, j'ai une société. Donc ça c'est donc la suite. On est dans une forme d'urgence là en Catalogne. On vous dit que dans 30 jours, on va commencer à mettre en place les lois d'un processus constituant, d'une sécurité sociale singulière et d'une imposition d'un système financier propre. Alors on est dans un système donc où cette volonté donc de se déconnecter se place dans une Espagne qui se définit comme une nation, une seule nation, mais qui reconnaît des nationalités, hein, puisqu'on a négocié en 78 quelque chose, un préambule n'ayant pas force de loi, mais qui permet quand même de reconnaître qu'il y a autre chose que la nation espagnole. Et ce qui est donc pour moi important là dans la situation actuelle, c'est de me rendre compte que de préciser qu'en cas de conflit, c'est l'État qui prime. En fait, donc dans le rapport de force actuel, qui c'est qui est le premier. Et j'ai donc un État qui est, vu de l'extérieur, un État très décentralisé, presque plus décentralisé que l'Allemagne, un des États les plus décentralisés d'Europe, et c'est malgré tout un État régionalisé unitaire. C'est malgré tout un État unitaire, et donc il est intéressant pour moi, ça me permet d'aller plus vite, on va dire, d'essayer de faire référence à des concepts de type juridique, parce que ça me permet d'aller en fait droit au but en ce qui concerne le rapport de force, compte tenu du fait que les Catalans, comme les Basques, continuent à penser que pour l'instant, ils vont jouer dans cette cour-là et qu'ils n'ont pas l'intention immédiatement d'en sortir. Ce qu'on voit néanmoins, c'est que cette constitution espagnole essaie de conjurer tout ce qui pourrait arriver. Hein. Donc ce sont des articles, je ne sais pas comment on appelait ça en droit, mais ce sont des articles où il y a beaucoup de choses dans la constitution espagnole qui essaient de conjurer ce qui se passe aujourd'hui, la division, hein, et le fait qu'on est dans des sociétés qui n'ont pas l'intention d'être pluriculturelles, hein, mais que chaque société est culturelle en elle-même. Et donc on a des statuts qui précisent, vont par exemple, qui disent que l'État est au service de la culture comme un devoir et que c'est une attribution essentielle, facilitant la communication culturelle entre les communautés autonomes en accord avec elles. Donc on a une constitution, si vous voulez, qui pense
c'est l'absence de communication qui sera le problème, c'est le fait de couper les ponts, hein, et d'un point de vue culturel aussi, que le fait de construire une constitution qui permet l'expression de cultures différentes, et notamment de langues différentes, ça peut poser des problèmes un jour. Donc on a comme si on avait des barrages au départ. Donc on conjure la menace de la division. On anticipe aussi la sécession avec un article 155 qui permet de suspendre l'autonomie en cas d'attentat grave à l'intérêt général de l'Espagne. La question de l'intérêt général est une question philosophique insondable, hein, c'est tout un programme, mais en tout cas l'intérêt général de l'État tel qu'il existe. Donc on anticipe cette possible sécession. Et ce qui est intéressant dans le cas de la Constitution espagnole, je ne vais pas vous faire tout un récit de la Constitution espagnole, mais d'un point de vue géopolitique, c'est que pour moi important, c'est qu'on est dans une forme d'impensée territoriale. La Constitution espagnole anticipe le fait qu'on peut devenir autonome, hein, mais ce n'est pas prévu d'avance. On prévoit juste quelles seront les compétences de l'État et on donne le droit à ce que se constituent des territoires autonomes. Mais parce qu'en fait, on est à ce moment-là dans une période de... En fait, à ce moment-là, ce qui est important, c'est la démocratie. Donc il faut éviter il faut arriver à justement construire cet espace de conflit, qui est un conflit non guerrier, après 37 ans de franquisme et la guerre civile. Hein. Donc en fait, on crée un espace de conflit policé. Et donc une façon de créer cet espace-là, c'est de ne pas dire les choses de manière trop précise. Hein, c'est un petit peu pareil avec l'Union européenne, hein, quand on travaille à l'école de Bruges, moi j'ai un étudiant, un docteur maintenant qui m'a expliqué que quand ils faisaient des travaux pratiques, une fois qu'ils avaient fait les travaux pratiques sur les conflits entre États, il fallait enlever les noms des États. Là, c'est un petit peu le même genre, si vous voulez. En fait, dans la Constitution espagnole, on ne nomme aucune région. Enfin, on rend un devoir et on enlève l'État B et fâché avec l'État C et alors c'est l'État Z. Hein, mais on évite dans l'idée d'une... Bon, en tout cas, dans la Constitution espagnole, c'est manifeste. Vous n'avez aucun territoire qui est véritablement nommé. On nomme des territoires historiques. Tout le monde sait, en fait, de qui on parle, mais ça n'est pas nommé. Et il y aura, et on dit qu'on peut devenir, voilà. Et en fait, et c'est la raison pour laquelle vous avez un Sénat aujourd'hui qui est un Sénat qui ressemble au Sénat français, qui ne représente pas les régions. Donc, c'est un pensée territoriale parce qu'on a une constitution dont le but est le modèle de créer un modèle de consensus démocratique pour refermer l'époque de la dictature. Et donc vous aviez deux façons d'arriver à l'autonomie. Une façon simple et une façon compliquée, pour vous le faire bref. Une façon où il suffit d'avoir une majorité des provinces qui sont une majorité les 2 tiers des communes représentant la majorité des électeurs inscrits qui se mettent ensemble, et puis une façon compliquée où il faut une majorité absolue des inscrits dans chacune des provinces. Donc ça commence à devenir déjà nettement plus compliqué, tout ça dans un territoire dans lequel il n'y a pas de gens qui sont prêts. À part les Basques et les Catalans, personne n'est prêt pour monter une administration, se mettre dans les clous. Enfin voilà. Donc l'idée, en fait, on est dans un territoire qui n'est pas pensé. Hein. En fait, il se trouve que de manière imprévue, voilà, la société a changé c'est un petit peu comme si on avait une société qui avait changer comment on dit quand on fait changer le train de voie, hein, voilà, il y avait possibilité, voilà, qui a changé l'aiguillage. Et vous avez des Catalans, des Andalous qui se sont fâchés en pensant, parce que dans leur représentation géopolitique, le centre c'est pas Madrid, c'est la Catalogne. Hein, les patrons qui les ont employés, les émigrés, ils sont émigrés en Catalogne. Le travailleur immigré, c'est l'Andalou en Catalogne. Et les économistes de gauche andalous, ils décrivent le centre comme c'est la Catalogne. Hein. Et donc vous avez une représentation, si vous voulez, du centre qui n'est pas exactement la même que celle des nationalistes catalans, par exemple, pour qui le centre est évidemment Madrid. Donc le centre, si vous voulez, c'est une représentation géopolitique aussi. Et donc du coup, les Andalous sont fâchés parce que comme les territoires, les fameux territoires historiques non nommés,
mais qui existent et qui ont droit d'arriver à l'autonomie directement par l'article 151 et qui auront donc un tribunal, un parlement, tout un tas de pouvoirs en fait et de compétences, c'était pour les Basques, les Catalans, les Galiciens qui, juste avant que Franco prenne le pouvoir, avaient pu voter dans le chaos qui était la fin de la République ou même le début de la guerre civile, avaient pu voter des statuts d'autonomie. Donc ils ne sont pas nommés, hein, c'est une sorte de tabou. Mais eux, ils ont tout de suite droit à tout. Les Andalous ont trouvé que ça n'allait pas du tout. Hein, mais alors, carrément pas du tout. Mais ça a été un vrai mouvement populaire. Avec les termes de peuple, avec les drapeaux, avec la représentation géopolitique de la souveraineté, avec tout l'arsenal, tout le kit, je dirais, tout le kit identitaire constitutionnel, d'une certaine manière, du peuple, du pouvoir, de la liberté, des droits, voilà. Et puis un parti socialiste surpris en fait par la chose, qui ne s'y attendait pas, mais dont les bases étaient andalouses. Felipe González était andalou et toute son équipe c'était des andalous. C'est qu'en fait, ils ne pouvaient pas ne pas suivre le mouvement. Donc ils ont suivi le mouvement et puis ils ont lutté pour l'autodétermination des peuples d'Espagne dans un impensé total de ce que peut être la nation et l'État espagnol. Donc sur cette base d'un impensé géopolitique, hein, on crée... on met en route, on va dire, hein, des mots qui ont une valeur juridique très forte. Hein. Et donc, alors, c'est donc à partir des Andalous hein, qu'il y a notamment un ministre de l'UCD, donc vraiment quelqu'un de très très centriste, enfin je veux dire pas un révolutionnaire, hein, et qui dit mais c'est bon, là, il faut le café pour tout le monde. Hein, c'est l'idée du café para todos. C'est pas seulement, il y aurait l'Espagne et puis les 3 communautés là, autonomes de l'article 151. Non, il n'y a pas aucune raison que ce ne soit pas pareil pour tout le monde. Et il y a un vignettiste, hein, je ne sais pas comment on dit, quelqu'un qui fait le plantu local, on va dire, qui a donc montré, voilà, le café pour tout le monde, c'est ça, mais il y en a qui veulent le café expresso, le café irlandais, le cappuccino, le café avec du lait, le café. Donc c'est d'accord, le café. Mais alors, du coup, tout le monde s'est fait à faire son café hein, à sa manière. Et donc du coup, alors l'Andalousie finalement a obtenu l'autonomie par la voie de l'article 51 par un tour de passe-passe juridique. Hein. C'est pas dans les clous de la Constitution parce qu'en fait il leur manquait quelques électeurs, donc ils y sont arrivés. Donc je me retrouve avec un État régionalisé unitaire dans la Constitution qui en fait après ne l'est pas d'une certaine manière dans les faits, hein, qui devient autre chose, mais j'ai quand même une seule source de droit constitutionnel, j'ai quand même des entités infra-étatiques qui sont en fait qui dépendent des organes centraux et qui dépendent du Parlement, hein, mais qui se représentent comme elles-mêmes l'expression d'une souveraineté populaire ou d'un désir, enfin, d'un pouvoir issu du peuple. Donc j'ai une sorte de distance entre ce qu'est la Constitution en fait comme une sorte de lieu de conflit démocratique, c'est ça, voilà, comment on va se mettre en conflit de manière démocratique, et puis des représentations géopolitiques qui, elles, tirent leur vocabulaire du droit constitutionnel, le peuple, la souveraineté et toutes ces choses-là. Donc il faut que, par exemple, les statuts d'autonomie passent par le Parlement national pour être approuvés. Hein, donc voilà, on a une hiérarchie, on va dire, des normes. Et donc, de point de vue, on va dire, béotien, c'est-à-dire sans être juriste, la question que je me pose, c'est finalement, est-ce que j'ai pas des pouvoirs autonomes et une seule volonté nationale ? Et donc voilà, j'ai un problème de ce point de vue-là. Et donc face à cette unique volonté nationale, parce qu'en fait, il y a très peu de... Il a fallu attendre 2004, c'est-à-dire 26 ans après le vote de la Constitution, pour que le chef du gouvernement réunisse tous les présidents des communautés autonomes en une conférence des présidents des communautés autonomes. Et à part ça, vous avez des réunions régulières 2 fois par an des responsables budgétaires des communautés autonomes pour la politique financière, mais en fait, il n'y a pas de participation des communautés autonomes à l'expression de ce fameux intérêt général. Hein, que l'article 55 vous permet à l'État d'agir si l'intérêt général de la nation est... Mais sauf que l'intérêt général, il n'est pas construit de manière collective. Ça fait partie d'ailleurs aujourd'hui des programmes, hein, qui sont des programmes pour les élections du 20 décembre, notamment des programmes de Ciudadanos, le parti montant, qui dit, bon, alors on élimine le Sénat et on crée une chambre des présidents régionaux pour qu'il y ait une volonté. Parce que face à cette volonté générale unique, on a des souverainetés qui ont commencé à, de plus en plus, en fait, qui ont continué, on va dire, à s'exprimer. Alors,
moi, mon souci, si vous voulez, c'est donc c'est que face à dans cette situation-là, j'ai en Espagne des peuples éternels, en fait. C'est ces souverainetés-là qui se construisent, qui s'amplifient, qui se consolident, sont fondées sur la notion de peuple. En fait, on a le droit de tout un tas de choses en Catalogne, au Pays Basque et plus ou moins en Galice, parce qu'on vient de peuples éternels. Par exemple, dans le plan Ibarretxe, là, je ne vous l'ai pas mis en basque, hein, parce que moi-même, j'aurais eu du mal, malgré le fait que je l'ai étudié, mais c'est... Le peuple basque ou Euskal Herria, ça veut dire à la fois peuple basque et territoire basque, est un des peuples les plus antiques, les plus anciens de l'Europe, et comme tel, il a droit à l'existence et à préserver sa propre identité dans l'ensemble des nations et des peuples européens. C'est le préambule d'un texte qui est un texte visant au fait qu'on va dépasser la soumission de la hiérarchie entre le statut d'autonomie et la Constitution. Et le président de la communauté autonome, Ibarretxe, voulait que la communauté autonome soit librement associée à l'Espagne, donc justement que la hiérarchie entre les normes, entre le statut et la Constitution disparaisse. Et donc la base de ça, c'est ce peuple-là, le peuple basque dépositaire d'un patrimoine historique et culturel singulier, qui appartient à tous les citoyens des territoires qu'on appelle en basque, et il y en a 7. Il y a ces 7 territoires-là. Dans les 7 territoires qui sont nommés là, il y a la France. Je vous rappelle, donc si vous voulez, on a en plus un problème, enfin une question territoriale compliquée dans cette-là, c'est que ce peuple-là, il est donc le fameux plan Ibarretxe était censé donc être valable pour cette communauté autonome. La communauté autonome, c'est ça. Mais la nation basque, dans l'esprit des nationalistes basques, c'est la communauté autonome, plus la Navarre, plus une partie de ce département ici des Pyrénées-Atlantiques. Et donc c'est 3, on va dire, 3 régions d'ancien régime français, le Labourd, la Basse-Navarre et la Soule. Donc ça, c'est en fait le texte. Donc le peuple basque, il existe éternellement dans ce territoire-là. Voilà. Là, ça c'est si vous voulez, le droit du peuple basque, c'est ça. Et donc on est là pour le coup, on est dans un pensée territorial massif. Enfin, il ne peut pas y avoir de nation basque s'il n'y a pas cette dimension-là. Le problème, là, je pense que j'ai pas trop le temps de rentrer dans le détail, mais donc l'idée c'était en 2003, donc c'est à peu près la même chose que ce qu'on a avec les Catalans aujourd'hui, c'est le même en fait processus, la volonté donc d'une libre association avec l'Espagne, la reconnaissance d'un droit à l'autodétermination et les 7 territoires. Le problème qui s'est posé à partir de là, c'est qu'il y a de plus en plus de citoyens, notamment au Pays Basque où vous aviez à l'époque vraiment 50-50, donc on est dans une situation géopolitique où vous avez des divisions importantes, c'est qu'il y aurait un peuple basque et la démocratie, le sujet de la démocratie dans la vision nationaliste, c'est le peuple basque. Et vous avez des citoyens qui ont dit oui, non mais non, le sujet de la démocratie, sont les citoyens. Et ça, c'est vraiment le débat de base, en fait, pour l'instant, au Pays Basque, en Espagne et en Catalogne aussi. C'est qui est le sujet de la démocratie. Quand il y a eu la Constitution espagnole, tout le monde était d'accord sur le fait que, bon, oui, là-dessus, il y avait une sorte de consensus. C'est ce consensus qui est en train un peu de voler en éclats. Et la souveraineté, on voit bien que le problème des citoyens, c'est qu'ils sont à géométrie variable. Cette déclaration, donc, elle est votée par le Parlement basque à une voix près en 2004. En 2005, au Parlement national, donc à Madrid, vous avez 2 blocs idéologiques. Vous avez ceux qui ont voté pour le peuple espagnol, et puis tous les représentants des nationalistes basques, catalans et galiciens ont voté sur le fait qu'il aurait fallu discuter du plan Ibarretxe à l'Assemblée nationale. Donc ça faisait 313 voix contre le fait d'en parler à l'Assemblée nationale et 29 pour et 2 considérations. En 2008, de la même chose, vous avez donc le Parlement basque vote le projet de référendum, la même chose qu'en Catalogne. Ce projet a été voté, donc vous avez à une voix près, 34 voix pour contre 33, sachant que vous avez le Parti communiste des terres basques, c'est un avatar du parti qui était le parti proche de l'ETA, et donc juste pour faire passer les choses, ils ont donné une de leurs 7 voix. Donc on est bien, si vous voulez, dans de la bidouille électorale, parlementaire, qui a sa légitimité, mais qui, face à des
Les Québécois ont eu un peu le même problème, hein, c'est à partir de quand on considère qu'un vote est pour longtemps. Enfin, il y a un problème d'échelle de temps en fait entre le vote un peu conjoncturel, hein, et les rapports de force conjoncturels, et puis l'expression de quelque chose qui semblerait être là pour durer ou venir de longtemps. Alors, si vous voulez, pour les Basques, ça a été plus compliqué à cause de l'ETA. Vous voyez que les questions qui devaient être posées par le référendum, qui n'a pas eu lieu parce que c'est inconstitutionnel, le référendum, ça n'est que l'État qui peut l'organiser. C'était très compliqué, vous voyez la taille de la question, je vous en fais pas le commentaire, mais la première partie c'était est-ce que vous voulez bien qu'on se mette à discuter de la souveraineté basque dans l'hypothèse où l'ETA arrêterait véritablement de tuer des gens, hein. Et puis si jamais l'ETA arrête véritablement de tuer des gens, alors est-ce qu'on pourrait discuter pour que finalement hein, on arrive à un accord. Donc c'était un peu alambiqué, vous voyez, comme question. Alors on est donc dans une rupture, on va dire, véritablement. En Catalogne, on a un processus dans lequel on a eu une idée de la nationalité comme étant une nation culturelle, puis petit à petit par un véritable travail de terrain, hein, et des rapports de force géopolitiques bien construits, un travail bien mené de la part des nationalistes, et notamment d'hégémonie idéologique, et notamment par le biais de l'école, mais pas seulement, parce qu'ils ont tenu le pouvoir autonome depuis les années 80, c'est quand même un bon endroit pour gouverner depuis longtemps. Et puis bon, on pourrait rentrer dans le détail. On est arrivé donc de la nation culturelle au peuple catalan, à l'État catalan, à la souveraineté de l'État catalan. Hein, petit à petit, si vous voulez, dans une société qui est pas a priori révolutionnaire, on avance, si vous voulez, vers des concepts qui sont pour le coup beaucoup plus rupturistes. Et les questions, c'était voulez-vous que la Catalogne soit un État, oui ou non? Voulez-vous que cet État soit indépendant, oui ou non? Il y en avait donc deux, hein, de quoi être aussi là un petit peu perdu. Mais on voit bien comment il y a des gens qui peuvent dire oui, mais alors oui, mais hein, on construit, si vous voulez, on construit la nation et le désir de la souveraineté. Donc là aussi, hein, vous avez eu, on ne sait pas très bien qui a voté combien, puisque ça n'était pas le recensement officiel, puisque ça n'était pas autorisé. Donc on a demandé aux jeunes de 16 ans de voter aussi. Puis, donc ce n'était pas les listes exactes, donc on ne sait pas très bien quelles étaient les listes exactes. Et donc moi, en réfléchissant à tout ça, j'ai un petit peu... Donc vous voyez, je suis de toute façon, je baigne dans ces histoires de droit constitutionnel, j'ai pas trop le choix puisque tout le monde se bagarre avec ces armes-là. Hein. Simplement, là, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on construit un rapport de force, ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez beaucoup de millions de gens dans les rues qui sont absolument persuadés que seul leur droit est le bon, hein, et que le droit d'en face, qui est construit de la même manière, est oppresseur. C'est ça, moi ce qui va m'intéresser, c'est finalement ça. Ce que j'ai pu remarquer en y réfléchissant, puis je suis tombée en y réfléchissant et pour cette prise de parole sur un article d'un juriste que vous connaissez sûrement tous, mais je reconnais mes ignorances, donc qui s'appelle Carlos Miguel Pimentel, et qui réfléchit sur cette origine du droit, la première origine du droit. Alors vous me direz si vous pensez qu'il n'aurait pas du tout dû penser comme ça, mais moi ça m'a en tout cas donné des idées du point de vue de la géopolitique, puisque on m'explique que dans la doctrine des XVIIe et XVIIIe siècles, au fondement du pouvoir politique, il y a ce que la doctrine classique appelle les mystères de l'État. Une sorte d'abîme inconnaissable et aussi insondable que les mystères de la théologie. Si on commençait à réfléchir sur l'origine des pouvoirs du roi, le pauvre roi, il serait mal, en fait. Hein. Vaut mieux pas qu'on y réfléchisse trop. C'était ça un peu l'idée de l'article. Et dans la suite de l'article, il est dit que finalement, dans la séparation entre pouvoir constituant et pouvoir constitué, personne n'est véritablement souverain. J'ai un pouvoir constituant qui est certes le pouvoir ultime, mais on ne peut pas dire qu'il soit véritablement souverain parce que son rôle est de fixer la compétence d'autrui et de ne pas décider de la sienne propre. Et donc du coup, la question qui était posée, c'était ne faut-il pas reconnaître que le mystère est toujours à la base de notre rationalité juridique ? Moi, alors, il est vrai que quand cette idée, si vous voulez, parce que l'idée, moi, du peuple et de la force du peuple et de la force de l'évidence du droit du peuple est en Espagne un vrai... si vous voulez, une sorte d'os
je ne sais pas comment on l'appellerait, une sorte d'abîme en fait, parce qu'on ne peut plus discuter à partir de là. Voilà, le peuple, comme il vient de très longtemps, hein, les Catalans ont voté, ont célébré en 1987 les 1000 ans de la Catalogne, donc c'est tellement lointain que ça va de soi. En démocratie aujourd'hui, il y a un moment donné où ça pose un problème. C'est une sorte d'impasse logique, enfin on ne peut plus rien dire parce que ça vient de très très longtemps. Et pour les Basques, c'est le fait qu'ils parlent basque depuis 4000 ans qui justifie évidemment que c'est comme ça. Mais c'est extrêmement puissant comme sentiment, hein. C'est pas rien du tout, quoi. On peut faire pleurer quelqu'un si on ne comprend pas pourquoi c'est si vrai. C'est quelque chose de très très fort. Donc cet insondable mystère du peuple est quand même à la base, hein, et vous avez des professeurs de droit constitutionnel extrêmement savants qui sont là des indépendantistes catalans, mais qui pensent qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est la seule solution possible. Enfin, il n'y en a pas d'autre, hein. Donc c'est pas un groupe d'hurluberlus qui se met à penser les choses comme ça, quoi. C'est quelque chose de. Donc vu de l'extérieur, c'est un petit peu cette idée du mystère, si vous voulez, je la trouve porteuse parce que c'est quand même assez mystérieux. Alors du coup, je me dis, mais est-ce que j'ai un mystère en fait dans l'élaboration, dans le peuple espagnol, le fameux peuple espagnol de la Constitution de 78? Est-ce que je peux lui appliquer l'idée de mystère? Je vous laisse le soin de m'aider à y penser. Moi, la première idée qui me vient, c'est que en fait, j'ai pas tellement de mystère parce que j'y vois d'abord une déconstruction collective du régime antérieur. Pour moi, cette constitution de 78, c'est quand même la déconstruction de tout ce qui vient avant. Et que là-dessus, tout le monde était assez d'accord. Après, on a de la négociation, je t'en donne un peu, tu m'en donnes un peu, j'ai les militaires derrière. Voilà. Et donc, du coup, ça s'est négocié comme ça. Donc cette constitution du mystère de la constitution de 78, c'est c'est si vous voulez, c'est un problème aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, dans la campagne électorale actuelle, j'ai la réforme de la Constitution, elle est dans les programmes, c'est-à-dire qu'on se rend bien compte qu'en fait, on est arrivé à une sorte de fin d'étape. Alors il y a ceux qui disent que la Constitution, c'est rien qu'un vieux bout de papier et que de toute façon, et on ne peut rien en faire. Et puis, il y en a beaucoup qui disent qu'il faut qu'on la change parce qu'en fait, on va droit dans le mur. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'on va faire à la place, hein? Il y a le nationalisme et l'idée qu'il y a un peuple est très important. La question que je me pose, et je terminerai là-dessus, c'est que donc on en est arrivé à un point où aujourd'hui, les Catalans sont embarqués dans un rapport de force entre eux en Catalogne, dont on ne sait pas très bien comment ils vont sortir, et entre les séparatistes catalans et le gouvernement espagnol. Et je me demande en fait, d'abord, on se demande si les fondements de la légitimité n'est pas aussi télévisuel, en ce sens que le mouvement qui s'est créé est un mouvement qui s'est massivement appuyé sur la construction d'images du peuple, avec des très très grandes manifestations, des manifestations qui sont toujours des manifestations familiales, hein. Il y a toujours des berceaux, des bébés, des grands-mères, donc il y a une image, une mise en image du peuple très importante, des choses qu'on doit pouvoir filmer par hélicoptère, hein. Le drapeau catalan il est visible par hélicoptère, c'est les gens qui le forment dans la rue, c'est une capacité de mobilisation tout à fait surprenante, hein. Je ne retire rien à cette capacité de mobilisation de la société catalane, mais on est vraiment dans quelque chose dans lequel il y a un rapport de force, là pour le coup télévisuel au sens de communication, qui joue dans le fait qu'à un moment donné, c'est le peuple catalan, la représentation juridique du peuple catalan qui l'emporte dans les esprits. Hein. Ça, c'est la chose qui me vient à l'esprit. La deuxième question qui se pose, c'est quelle est l'échelle de temps? Maintenant, il faut, compte tenu de la rapidité des évolutions en démocratie, compte tenu des évolutions des systèmes démocratiques actuels, des évolutions, oui, de la démocratie, où Rosan Vallon disait on est dans une démocratie de la surveillance, les choses évoluent avec l'Internet, etc. Est-ce qu'en fait, on doit faire l'impasse sur cette question du temps et de la rapidité des choses et de la façon dont elles bougent, parce que le peuple en démocratie est une construction extraordinairement changeante et son expression est le reflet de stratégies à plus ou moins court terme. Les choses se sont extraordinairement accélérées depuis 2008 en Catalogne. Hein. On n'en était pas là du tout il y a 5 ou 6 ans. Donc, si vous voulez, ces effets d'accélération, à mon avis, posent un problème. Je ne sais pas à quel point elle est à... Donc ça, c'est le côté très changeant. Je suis partie dans le mauvais sens.
Toutes les figures du droit existent pour consolider aujourd'hui l'édifice étatique espagnol. Hein. Je veux dire, on a tout, tout est en magasin. Hein. On peut le consolider ou le défaire, je ne pense pas. Hein. Moi, je pense que ce qui est donc très important, c'est quand même des éléments très conjoncturels. Et je crois que sur des questions aussi importantes que le droit constitutionnel, le rapport entre le conjoncturel et le structurel me semble être là important à réfléchir. Même si les représentations géopolitiques servent à donner de la profondeur historique à des choses qui sont en fait conjoncturelles, ça sert à ça, une représentation géopolitique. Hein. Et j'ai parlé d'impasse plus géopolitique parce que là, pour l'instant, tout le monde est en train de chercher à qui la faute. Est-ce que c'est les nationalistes catalans qui créent la déstructuration de l'État espagnol ou est-ce que ce sont les Andalous qui ont voulu qu'il y ait café pour tout le monde? Hein. Ah, disent les Catalans, si on avait eu seulement les 3 régions et puis la même chose partout, on n'en serait pas là, c'est donc bien la faute aux Andalous, hein. On en revient au conflit d'origine. Donc du coup, ce plurinationalisme qui a été pensé comme une solution devient une impasse. On se demande là s'il y a un objectif commun, et c'est bien la question constitutionnelle, on se met bien ensemble pour un objectif commun. Est-ce qu'au moment où on a mis, il me semble en fait que chez les philosophes du XVIIIe, la notion de progrès, qui va avec celle de nation, de peuple souverain, est liée à la notion de progrès par rapport à un pouvoir absolutiste. C'était ma question naïve de ce matin. L'idée qu'on pouvait peut-être protégé de l'arbitraire parce que, voilà, que ça faisait partie de la philosophie du droit au moment où il se met en place, en tout cas au XVIIIe, mais je n'y connais rien. En tout cas là, la question du progrès et de ce vers quoi nous mène la démocratie, est-ce qu'on est dans une involution avec ces nationalismes pour l'instant? C'est pour moi une question. Est-ce que c'est rétrograde pour l'Espagne ou pas? Et est-ce que l'ordre juridique espagnol post-constitutionnel, donc avec ce café pour tous, est-ce que c'est une forme de... Est-ce qu'en fait, si vous voulez, on était dans cette démocratisation, est-ce qu'on était dans une forme de post-nationalisme où finalement chacun a beaucoup de pouvoir et il y a de démocratie des citoyens, je termine. Et est-ce qu'on est en train de revenir à des formes de nationalisme qui auraient pu peut-être être dépassées? Est-ce que l'Espagne avait un nouveau modèle juridique qui pouvait être qualifié de post-national? Et là, il y aurait une réflexion géopolitique à faire sur ce qu'est le nationalisme espagnol. Et ce que je veux dire, c'est que de fait, cette photo-là qui a été prise en Catalogne il y a quelques mois, on n'aurait pas pu la prendre il y a quelques années, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de drapeau espagnol aux fenêtres. Et ce que provoque la situation actuelle, c'est qu'on a des drapeaux espagnols qui réapparaissent. Bon, voilà, j'ai dépassé beaucoup. Ça va, on va vous pardonner. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention très, très riche. Je ne sais pas comment faire le lien avec les 2 interventions qui viennent d'avoir lieu. Peut-être un mot pour dire qu'il y a manifestement une richesse du constitutionnalisme espagnol, malgré les difficultés que vous soulignez. La Constitution de 1978, elle a beaucoup de mérite. Et une richesse du constitutionnalisme également sud-américain, hispanique, pourrait-on dire, pour employer un mot plus général. Alors un constitutionnalisme sud-américain qui sans doute rejoint ce que tu as appelé le sud-constitutionnalisme et qui rejoint aussi une autre forme de constitutionnalisme et tu nous as fait profiter avec les invitations de collègues à Conflans de constitutionnalisme post-colonial. Qui doit penser, je dirais, l'avenir des peuples indépendants avec les catégories juridiques qui sont celles de ceux qui les ont occupés historiquement, qui doit le penser également dans une logique de transfert juridique. L'Amérique du Sud a beaucoup importé des solutions juridiques, juridictionnelles, les justices administratives, les justices constitutionnelles, et ce sont des transferts qui souvent manquent d'unité, mais il y a une richesse, je dirais, très importante dans ces transferts. Donc ce sont des choses qui, je dirais, intéressent beaucoup les sujets qui ont été ceux d'aujourd'hui. Et puis ce que je voudrais dire également concernant votre intervention plus particulièrement, d'abord c'est que la France a beaucoup fait pour donner aux Espagnols le sentiment de leur identité, mais
on ne peut plus aujourd'hui, et tous les juges dont nous a parlé Olivier Dubos se jetteraient sur nous si on vous faisait un nouveau dos de maillot et qu'on recommence à envahir. Voilà. Et on ne peut plus envahir l'Espagne, on peut éventuellement vous battre en football, mais bon, je dirais les effets de ce type d'opération sont assez courts dans le temps. Donc, comment dire, ce que vous venez d'évoquer, moi, évidemment, il y a l'Espagne, mais le Royaume-Uni, je dirais, est aux prises aux mêmes difficultés. Et puis, je pensais, alors je parle sous le contrôle de Stéphane, mais quand on voit les débats qu'il y a à l'heure actuelle en Allemagne autour notamment de l'accueil des migrants et qu'on sent comment l'opinion publique, par exemple en Bavière, réagit, c'est là qu'on se dit, mais au fond, je dirais, on a un présupposé du fédéralisme en Allemagne comme principe, j'allais dire d'unité, mais disons de cohérence de la nation allemande, mais peut-être qu'il ne faudrait pas gratter trop pour qu'il y ait des choses qui se réveillent. Tout cela est très compliqué. En France, bon, on a des formules entre guillemets définitives dans notre constitution qui font que, eh bien, on se garde, en tout cas dans l'Hexagone, de poser les questions. Mais ce que vous dites, je dirais, au-delà du cas particulier de l'Espagne, effectivement, a des résonances dans beaucoup de lieux et dans nos États-nations européens. Les Belges et les Flamands, ça va un petit peu mieux depuis quelque temps, mais bon, ça ne demande qu'à reprendre. Bon, voilà, je ne vais pas dire plus. Peut-être que on pourrait peut-être commencer par les étudiantes et étudiants, si vous avez des questions à poser, des remarques à faire. Fabrice et monsieur. Ah oui. Merci. J'aurais peut-être une petite question pour monsieur Herrera. Vous avez abordé la question de l'Inde actuelle. Et alors, je ne suis pas du tout spécialiste de droit constitutionnel ou autre, mais je voudrais savoir comment est-ce que vous, en tant que spécialiste, vous envisagez cette constitution qui est vraiment, comment dire, déjà très longue, c'est une des plus longues du monde, il me semble, et qui mêle vraiment le droit et la profonde différence, diversité qu'il y a entre les peuples de l'Inde. Voilà. Je pose ma question comme ça, si vous y connaissez un petit peu, pour avoir un éclairage. Merci. Oui. Question. Comme vous voulez. Merci beaucoup. En fait, ça n'est pas une question, c'est plus une réaction à l'exposé de Carlos Miguel. Il se trouve que je travaille souvent en Colombie avec les collègues colombiens et je ne suis pas hispanophone, mais je m'y suis mis. Alors, je suis incapable de parler espagnol, mais j'arrive à le lire et donc je partage absolument l'observation de Pierre-Henri. Mieux vaut un tout petit peu que pas du tout. Et ça nous permet à chaque fois à Bogota d'avoir des échanges absolument passionnants. Et ce que tu as dit m'interpelle beaucoup parce que il y a 2 semaines, lorsque j'y étais, ils ont employé le concept de post-constitutionnalisme. Et j'aurais dit, mais qu'est-ce que c'est le post-constitutionnalisme? Ils m'ont dit, c'est pas du néo-constitutionnalisme, c'est du post-constitutionnalisme. J'ai pas eu les éléments de réponse, mais en tous les cas, ils m'ont dit, et c'est le lien avec la géographie, ce qui nous interpelle, et c'est exactement ce que tu disais, c'est-à-dire, c'est de savoir l'espace géographique qui va justifier l'idée de constitutionnalisme latino-américain. Et on revient sur l'idée d'échelle, c'est-à-dire est-ce qu'on est à l'échelle du continent latino-américain? Est-ce qu'on est à l'échelle du Brésil? Est-ce qu'on est à l'échelle de la Colombie? Parce qu'en réalité, c'est là que ça se joue. Et si oui, y a-t-il un déterminant commun? Et eux me disent à chaque fois, finalement, un des déterminants communs qui va opposer ce constitutionnalisme géographique latino-américain au constitutionnalisme, au pluriel, du Nord, en Europe notamment, ou aux États-Unis, c'est le populisme, comme tu l'as dit, mais eux m'ont dit aussi le populisme judiciaire, le populisme juridictionnel. Alors c'est très vrai en Colombie, vu l'activisme de la Cour constitutionnelle, et voilà, je ne sais pas ce qu'il en est ailleurs. Mais voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, je pense que quand on compare et quand on opère cette espèce de cartographie
des constitutionnalismes, on s'aperçoit que l'échelle sur la base de laquelle on part est absolument déterminante. Je ne sais pas si on peut parler de constitutionnalisme latino-américain, pas plus que je ne sais pas si on peut parler de constitutionnalisme nord-américain, etc. Voilà, il y a une réflexion sur l'échelle spatiale qui m'interpelle et qui nous oblige à réfléchir à ce moment-là à des plus petits déterminants communs, en fait, en fonction du niveau d'analyse que l'on utilise. Voilà. Alors moi, je vais poser une question qui va peut-être paraître très naïve aux juristes. Il se trouve que j'ai travaillé récemment sur des constitutions du Vietnam et du Cambodge comme géographe. Et en cherchant dans ces constitutions, je n'ai pas fait de recherche particulière sur la forme du territoire national, mais j'ai cherché les formes de propriété, d'appropriation, la façon dont elles avaient évolué et qui me semblait importante pour comprendre la production de l'espace à l'intérieur de ces États. Et ma question, c'est d'une part, est-ce que ça intéresse les gens qui s'intéressent au droit comparé, au droit constitutionnel comparé, est-ce que c'est quelque chose qui évolue ou non au niveau international? Parce que j'ai travaillé sur des États qui avaient changé rapidement et très récemment. Est-ce que ça se produit ailleurs? Et éventuellement, est-ce qu'il existe aussi un sud-constitutionnalisme dans ce domaine? Est-ce qu'il y a des formes de propriété, d'appropriation particulières aux pays du Sud? Est-ce qu'on peut les observer? Lesquelles? Merci. Merci pour vos interventions très, très riches. Une question, Madame le professeur Loyer, concernant le mystère que vous évoquez au sujet du peuple introuvable, pour reprendre une autre formule de Rosan Vallon, qu'il applique à la France. Alors vous évoquez le peuple, vous évoquez aussi de manière plus ponctuelle, mais peut-être de manière plus discrète aussi, la question des nations ou de la nation. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de résoudre ce mystère du peuple en se référant à une disposition de la Constitution espagnole dans son article 2? Alors, malheureusement, je ne parle pas l'espagnol, donc ce sera à travers la traduction française, peut-être que ma traduction est erronée. L'article 2 de la Constitution qui reconnaît à la fois l'unité indissoluble de la nation espagnole et les nationalités qui la composent. Est-ce qu'il y aurait donc nation espagnole indissoluble et nationalité au pluriel qui compose cette nation indissoluble? Est-ce qu'il n'y aurait pas ici quelque chose à rechercher au niveau du paradoxe, au moins du paradoxe apparent, qui permettrait de progresser dans la résolution de ce mystère? Oui, allez-y, puisque il arrive. Bon, je veux vous répondre. En fait, c'est ce que les constituants de 78 ont pensé faire. Le fait pour les Catalans ou les Basques, nationalité, c'était un pis-aller. Pour eux, l'important, et c'est d'ailleurs pour ça que on ne voit pas bien pour l'instant comment on pourrait aller vers un système fédéral, parce qu'un système fédéral suppose que tout le monde soit d'accord pour être égal. Or, le café para todos est inadmissible de la part de peuples qui se veulent, de nationalistes qui pensent que leur peuple doit être souverain, même si l'ensemble de leur peuple ne vote pas pour ça. C'est l'insondable mystère de leur profondeur historique qui constitue le fondement du droit à. Vous parliez du droit à. Voilà, et c'est de là, on est dans une forme de pensée magique. Je pense qu'il peut être intéressant de creuser d'un point de vue géopolitique le concept de nation espagnole, parce qu'en fait, ça a été une sorte de tabou. Or, maintenant, le Parti populaire met de la nation sur un texte de 20 lignes. Il y a 14 fois le mot nation, ce qui, je pense, il y a 10 ans, n'aurait pas eu lieu. Il y avait l'État, voilà. Et c'est l'État espagnol qui était censé représenter. Donc, on avait un État démocratique. C'est à partir du Pays Basque et du fait que l'ETA tirait sur des élus comme sur des lapins qu'il y a les premiers indignés, en fait, c'est au Pays Basque, pour dire que l'État ne permettait pas, il y avait rupture de l'État de démocratie
au Pays Basque, puisqu'on ne pouvait pas se présenter sans risquer sa vie. À partir de ce moment-là, on s'est remis à parler de l'État, mais pas encore de la nation. Et c'est depuis qu'il y a le défi nationaliste que là, on a justement cette sorte d'impasse du plurinationalisme, mais qui aurait pu évoluer peut-être différemment. Il y a des choix qui ont été faits par des nationalistes, mais parce qu'ils sont... Les Basques n'étaient pas là le jour du vote à l'Assemblée de la Constitution 78. Ils sont sortis pour ne pas voter contre. Ils se sont absentés. Je vais donner la parole à Carlos. Je voulais vous dire, on peut vous organiser une rencontre avec Carlos Pimentel, il n'y a aucun problème. Il est d'origine portugaise et non espagnole, mais bon, vous pouvez parler avec lui quand même. Wow, très bien, on lui dira alors en tout cas. Merci beaucoup pour les questions, sont très, très intéressantes toutes les trois. Oui, concernant l'Inde, c'est tout à fait intéressant parce que là, on voit bien comment... à une date relativement récente, c'est-à-dire après la décolonisation, le constituant indien a repris, c'est-à-dire assez tardivement déjà au XXe siècle, l'idée de l'homogénéité de l'Inde. L'Inde, c'est une invention anglaise. Les Indiens ne se voyaient pas comme des Indiens, justement, avant que les Anglais leur disent non, mais il y a l'Inde, et il y aura même, on va promouvoir même un langage, à côté de l'anglais, l'hindi, et vous serez... un peuple homogène comme les Anglais, les Français et les Persans, enfin, pour faire un clin d'œil. Et aujourd'hui, justement, ces modèles, bon, c'est une constitution qui a été très dynamique, qui a été très amendée, et c'est une constitution qui essaye d'évoluer, de prendre en compte justement certains de ces moments d'identité. L'un des débats les plus dynamiques à ces moments touche justement une question qui était évoquée tout à l'heure, c'est le problème du fédéralisme, parce que le modèle fédéral, pour prendre les différences, c'est eux qui ont inventé ou développé le concept de multilevel fédéralisme. Bon, multilevel, les multiniveaux, maintenant, on les met à toutes les sauces, mais n'empêche que c'est un symptôme, comme dirait l'autre, que effectivement ces modèles homogènes, au niveau du peuple, au niveau des institutions, fonctionnent de moins en moins bien. Et même au niveau des pouvoirs constituants, enfin, quand les collègues européanistes nous parlaient d'un multilevel constitutionnalisme pour expliquer une éventuelle constitution européenne en 2004-2005. Moi, je n'ai pas parlé du constitutionnalisme latino-américain, c'est-à-dire, il me semble que, et même des constitutionnalismes français, ça n'a aucun sens, puisque parler du constitutionnalisme français dans le sens dans la vision épistémologique qui est la mienne, c'est trop général, au sens où le constitutionnalisme français de 1789, ce n'est pas le même constitutionnalisme de 1958, ou surtout celui de 1971, 73, et ainsi de suite. Et même celui de 2008, peut-être. C'est-à-dire qu'en réalité, on peut parler d'un constitutionnalisme. Je parlais de culture constitutionnelle, c'est-à-dire du constitutionnalisme, c'est des moments, effectivement, il y a des moments qu'il faut préciser ensuite. Et effectivement, cette idée de post-constitutionnalisme va dans le sens que les Colombiens et d'autres, au Mexique aussi, on parle beaucoup maintenant de post-constitutionnalisme, qui veulent effectivement signaler cette rupture avec le modèle traditionnel du constitutionnalisme d'État-nation, avec ses particularités qui sont propres et qui ne correspondent pas vraiment strictement à un modèle. Le cas de l'activisme, de ce qu'on appelle l'activisme judiciaire en Colombie, qui est central, comme tu le connais bien, c'est très intéressant parce que là, c'est un mélange d'une culture nord-américaine avec un mélange de cultures allemande de cour constitutionnelle. Et ça a donné cet activisme judiciaire et juridictionnel, surtout, qui est unique au monde, effectivement, ou qui a été unique au monde, du moins dans la décennie 90, grâce à l'action des tutelles, et qu'aujourd'hui c'est un peu calmé, mais tout de même qui reste très importante, et dont les constitutionnalistes colombiens sont souvent un peu critiques, en disant, bah, effectivement... mais là, sur ce point-là, effectivement, je pense que, comme tu disais, il faut prendre peut-être en compte les échelles, à niveau d'échelle, et de plus en plus, ce qui, à mon avis, fait éclater ces modèles d'un constitutionnalisme singulier, d'un peuple singulier, etc. Et là, d'ailleurs, c'est très intéressant le rapport qu'on pourrait faire entre l'activisme judiciaire de ces deux cours qui parfois rivalisent pour voir quelle est la plus active au monde, la plus puissante, la colombienne et l'indienne. L'indienne a été pendant longtemps, et considérée, les Indiens d'ailleurs disent ça avec un peu de fierté, la cour la plus puissante au monde. Enfin, après, il faudrait voir ça dans un contexte. Pour moi, les systèmes constitutionnels, justement, ne se réduisent pas aux cours constitutionnels ou aux contentieux constitutionnels. Et donc, effectivement, j'ai dit toujours à mes étudiants de cours de droit constitutionnel comparé, montrant ma naïveté, mon regard un peu de candide. La première fois que je suis allé en Inde,
j'étais fasciné par cette cour qui est un musée. En plus, on peut vous recevoir, un juge peut vous recevoir éventuellement, etc., etc. Et puis quand vous voyez le peu de poids, d'effectivité qu'il y a les belles décisions de la cour de la société indienne, on se dit effectivement, une chose c'est voir l'Inde dans les textes, une autre chose c'est voir l'Inde dans les faits. Et c'est pour cela que je pense aussi que le comparatiste doit voyager. C'est-à-dire qu'il y a une dimension du voyage. On ne peut plus, comme Kant, écrire une géographie sans sortir de Königsberg, à mon avis. Mais bon. Et puis... Pardon ? Non, c'est ça, sur la propriété. Oui, voilà. Et la dernière question, oui, ça, c'est à double, je crois que c'est une question centrale et à double titre, c'est-à-dire que ça part au nord, pour garder ma métaphore, parce qu'on a un débat très important, qui était très important en Espagne notamment, sur ce qu'on appelle le constitutionnalisme économique ou la constitution économique, dont l'évolution des formes de propriété, bon, en Europe, n'occupent pas une place centrale, mais en Amérique latine, oui, justement, et c'est l'un des éléments. C'est ce qu'on appelle le nouveau constitutionnalisme latino-américain qui est allé jusqu'à créer un nouveau principe inspiré de la philosophie des peuples indiens. Et c'est un mot quechua qui s'appelle Summa Capsai, qui est traduit dans la constitution de l'Équateur. Elle est traduite dans la constitution de la Bolivie avec un mot un peu différent, qu'on traduit par le vivre bien, le buen vivir, qui construit des nouvelles formes de propriété communales, indiennes, indigènes, autochtones, qui veulent s'inspirer et donc qui se proposent de faire évoluer le modèle de propriété privée comme droit de l'homme, en gros, tel qu'on l'a codifié, par exemple, dans certaines déclarations des droits à partir du XVIe et surtout du XVIIe siècle. Donc c'est tout à fait... je ne connais pas du tout les droits constitutionnels sur lesquels vous avez travaillé, mais je serais très curieux d'apprendre plus. Et ça s'inscrit, à mon avis, dans un débat qui est plus large et que du coup, là aussi, on pourrait mettre dans ces formes de sud-constitutionnalisme que j'ai utilisé, bien entendu, avec un sens un peu ironique. Y a-t-il d'autres questions ?